Espace TV, le 22h. Mardi 23 février 2021, très heureux de vous retrouver. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Espace TV. Bienvenue dans le 22h. Donc voici les principaux titres. Plus de 11 000 doses de vaccins pour le Grand Conakry. Zéro Corée, les opérations de vaccination des sujets identifiés dans ces différentes localités a débuté ce mardi avec un coup d'envoi donné à Dubreka. Les échos dans ce journal. Ces gestes, ces paroles, à Manika, chargés de sens et de leçons de morale, vous ont bercé durant des années. Je vous parle de l'une des figures de proue de la série théâtrale Sodia, Almami Kouyaté Colon Sodia, communément appelé. Il se meurt à petit feu devant notre indifférence. Et puis des bruits de klaxons plombent l'atmosphère au sein du convoi Winning Transport. Les chauffeurs de cette entreprise évoluant dans le secteur minier à Bokeh-Bois-du-Noir, ils se sont fait entendre et ce sera notre angle de ce soir. Les opérations de vaccination contre Ebola ont effectivement démarré ce mardi à Dubreka, d'où le coup d'envoi a été donné. Les Zéro Corée et le Grand Conakry vont donc recevoir 11 360 vaccins contre la fièvre hémorragique à virus Ebola qui a déjà fait des victimes en Guinée. 11 sujets suspects ont reçu le premier vaccin sur les 32 identifiés dans les communes de Ratoma, Matoto et Dixine, Koya et Dubreka également. Ali Badra Kamara, Amara Alexila pour les explications. C'est le centre de santé de Kabelin qui a servi de cadre pour les 12 agents de lancer les opérations de vaccination contre le virus Ebola. Au compte de cette journée, 11 sujets suspects ont reçu les vaccins. Pour la circonstance, 2 sites ont été identifiés dans le Grand Conakry. Premier obstacle, les cas de réticence empêcheraient la tenue des opérations de vaccination des 19 contacts présents à Conakry. Il y a quelques jours, le gouvernement avait promis au peuple de Guinée que le vaccin allait arriver pour juguler vraiment cette épidémie. Et chose promise, chose due, le gouvernement, avec l'appui de tous les partenaires, se sont mobilisés. Aujourd'hui, nous procédons au lancement officiel à Dubreka de cette campagne de vaccination contre ce maudit virus Ebola. Georges Joseph Loa et sa famille ont été les premiers à recevoir le vaccin anti-Ebola. Au sortir de la salle, ils interpellent l'ensemble des contacts non identifiés à se présenter d'eux-mêmes. Donc je ne peux que dire à ceux qui ont eu contact avec certaines personnes, que ce soit moi ou pas, mais en Afrique on est social. On est social quand il y a un malheur, tout le monde accourt. Donc mon message s'adresse particulièrement à tous ceux qui ont eu des contacts avec des malades de la sorte, qu'ils se fassent vacciner pour limiter ou pour briser la chaîne de contamination. Après la zone de Dubreka, avec 11 contacts, la commune de Matoto arrive en deuxième avec 10 contacts. Ratoma 6, suivi de Dixine qui a 3 contacts. La représentante de l'Agence nationale de sécurité sanitaire espère relever le défi à travers la sensibilisation des populations de Dubreka qui semble avoir ignoré la première journée. On est venu d'abord en famille les sensibiliser. Depuis hier, une équipe était sur le terrain pour les sensibiliser et qu'ils acceptent la vaccination. Donc cette équipe était là avant moi-même, le matin, bonne heure ce matin. Donc ils ont pu mobiliser tous les sujets contacts. Et autour de ces sujets contacts, on a eu quelques volontaires. Le véhicule, après la vaccination de ces 11 contacts, le véhicule ira chercher les volontaires qui acceptent d'être vaccinés avec ces contacts. 8 640 doses de vaccins sont attendues à Conakry ce mercredi au compte du reste des 20 000 vaccins annoncés par l'Organisation mondiale de la santé. Pas donc de réticence à ces vaccins, Ebola est une réalité. Désormais, il existe des contrats de performance au sein de l'administration publique guinéenne. C'est l'une des nouveautés du gouvernement autrement, si cher au président de la République, qui a rencontré d'ailleurs hier le directeur national des impôts, celui des douanes, des cadres, des ministères de l'économie et du budget. Face au président Alpha Condé, ils se sont engagés sur 2 contrats. Le premier pour la mobilisation de recettes internes et pour 2 ans, et le second, un contrat de performance qui sera évalué chaque trimestre. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces engagements. Bernard Koundouno décrypte les images de nos confrères de la RTG.
Il s'agit de 2 contrats dont le premier consiste à faire le doublement des recettes internes pour 2 ans et le second un contrat de performance revu chaque trimestre. C'est un engagement qui devrait toucher tous les chefs de service, les directeurs, voire même les ministres. Les documents concernent la Direction nationale des impôts et la douane nationale. Le président de la République annonce des sanctions, voire même le remplacement des cadres qui ne s'investisseront pas pour la réussite de ces conventions. Il y a que le contrat de performance, on examine tous les 3 mois. Il y a des sanctions négatives et positives. Celui qui remplit les conditions, il y a une sanction positive, c'est-à-dire des primes. Celui qui ne s'en prie pas, il y a une sanction négative. Il faut que tout le monde sache, autrement, ce n'est pas de la blague. Le contrat qu'on va signer engage les personnes. Ils ont l'obligation de résultats. S'ils n'ont pas de résultats, on les change. Le ministre du Budget, au nom des cadres de son département liés à ceux des douanes, s'engage à mettre en œuvre ces 2 contrats. Les 2 contrats que nous allons signer, ce sont des engagements personnels et nous n'avons aucune voie, aucune issue, Monsieur le Président, que de les mettre en œuvre. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Je vous ai dit ici la dernière fois, si ce n'est pas fait, Monsieur le Président, prenez toutes les sanctions que vous voulez prendre. Donc, Monsieur le Président, au nom des collègues qui sont là, nous sommes engagés moralement, physiquement et financièrement pour accompagner vos objectifs. L'objectif de cette convention est d'assurer la performance économique envisagée par le chef de l'État lors de ce mandat. Pas de tolérance, prévient Alpha Condé. Que ce soit un ministre ou autre qui a sa femme ou son fils dans l'activité, non seulement cette société n'aura pas de contrat, mais la personne même est suspendue parce que c'est conflit d'intérêt. Dans sa démarche de gouverner autrement, Alpha Condé annonce des mesures en faveur des citoyens et aussi des sanctions. Très souvent, quand les populations viennent pour avoir un document auquel ils ont droit, on leur demande de payer. On va mettre une structure en place qui va permettre aux populations de se plaindre contre ce cadre qui demande de payer. Aussi, certains inspecteurs, quand ils vont faire des inspections, se mettent d'accord avec celui qui est inspecté. Tout ça, c'est fini parce que les inspecteurs ils sont surveillés. Toutes les régies financières doivent avoir leur compte à la Banque centrale de la République de Guinée et la manipulation des espèces devrait aussi cesser, a ajouté le président de la République. Le gouverner autrement, ce n'est donc pas de la blague. Et puis pendant ce temps, le ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime a procédé au lancement du projet portant sur l'amélioration de la technologie de transformation des produits halieutiques en Guinée. Ce mardi à Conakry, l'initiative est du gouvernement avec l'appui technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Ce projet vise la modernisation des équipements de la chaîne de valeur poisson. Compte rendu Fatmata Bintabari, Ibrahima Souma. Le secteur de la pêche guinéenne ne dispose pas suffisamment de matériel moderne permettant de transformer les produits halieutiques convenablement. Ce projet pilote vient contribuer à l'amélioration des techniques et technologies à travers l'octroi de plusieurs fours modernes de type tiaroy aux fumeurs de poissons. Le poisson fumé, dans l'état actuel des choses, est un produit qui, si on ne s'y prête pas, peut être toxique, dans la mesure où ce poisson accumule beaucoup de goudron, ce qu'on appelle le fumet. La fumée qui se colle sur le poisson doit avoir une certaine qualité. Donc le dispositif qui est là est appelé à filtrer cette fumée-là pour que la qualité de la fumée qui doit se poser sur le poisson ne soit pas toxique pour le consommateur. Le projet est financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à une hauteur de 280 426 $. Sa mise en œuvre va donc contribuer à réduire la pollution de l'environnement provoquée le plus souvent par l'émission de la fumée dans l'air. Ce projet apportera une assistance à 100 bénéficiaires, dont 80 groupements de femmes, à raison de 50 bénéficiaires au port de pêche artisanale de Koba à Dubreka et 50 autres au port de Kokoudé à Bofa. Venu représenter le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime à la cérémonie, Adjason Nakamara a exhorté les bénéficiaires à mener à bien l'exécution du projet. Je demande dès maintenant à l'ensemble des cadres du ministère et des autorités déconcentrées concernées par la mise en œuvre
à se mettre à disposition de la FAO en vue de sa bonne exécution. Ce projet, une fois réalisé, va permettre d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et les revenus des femmes ainsi que ceux des jeunes impliqués dans la chaîne de valeur de poissons. Ils ont manifesté ce matin devant le siège de l'entreprise Air France. Les passagers de cette compagnie fulminent de colère plutôt. Ils dénoncent leur abandon par cette compagnie française qui n'a pas daigné répondre aux sollicitations de Mariam Fodé Camara et de Yacouba Traoré. Pour des raisons météorologiques, la compagnie Air France a plusieurs fois annulé son vol. Selon les passagers, l'agence les a pris en charge pour 72 heures dans un hôtel de la place. Sommés de libérer les chambres ce mardi, les voyageurs fustigent le comportement déconcertant de la compagnie vis-à-vis d'eux. Une compagnie comme Air France que vous voyez derrière moi est incapable de s'adresser directement à ses clients. Elle passe par l'hôtel pour nous donner des informations au compte-gouttes. On apprend à travers l'hôtel, la réception de l'hôtel Kaloum, comme quoi on doit libérer les chambres, comme si on n'était que des moins que rien. Alors qu'on a payé nos billets, on a choisi Air France pour son prestige. Mais malheureusement, voilà, face à l'évidence, je pense que j'aurais dû choisir la RAM ou n'importe quelle autre compagnie. Pour tenter de résoudre le problème, 2 émissaires des passagers ont été rencontrer les responsables de l'agence. Mais les négociations ont été vaines. On est rentré, on a eu une responsable, on a expliqué nos problèmes, on dit qu'on n'a pas où aller. Il y a beaucoup de nous vraiment, comment on appelle ça, qui souffrent, qui n'ont plus les moyens. Et puis quand on a expliqué, elle est montée voir les responsables. Bref, il n'y a pas eu de solution alors. Ce retard ne sera sans conséquence car parmi les cinquantaines de passagers, certains risquent même de perdre leur boulot. Il faut savoir qu'il faut refaire le test Covid. Ce sera à notre frais qui coûte 650 000. Tous ici sont des travailleurs. Il y en a qui partent en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Comment est-ce qu'ils vont faire ? Quel argument tu vas dire à ton employeur? Selon eux, Air France, que nous avons tenté de joindre sans succès, les aurait donné rendez-vous le 27 février. Mais comment pourront-ils tenir jusqu'à ce jour? C'est la grosse question que tous se posent. Ces gestes, ces paroles à Manika, chargées de sens et de leçons de morale, vous ont bercé durant des années. Je vous parle de l'une des figures de proue de la série théâtrale Sodia, diffusée à l'époque sur la RTG. Almami Kouyaté Kolon Sodia, communément appelé, est faible de nos jours. Son état de santé se dégrade au jour le jour. Il manque de soutien pour se prendre en charge. Notre équipe de reportage, composée de Malik Sangiana Kamara, de Mohamed Aloussen Kamara, est allée à sa rencontre. Les productions de Benso Sodia étaient diffusées sur les antennes de la télévision nationale tous les mardis. Le rendez-vous était presque connu de tous. Almami Kouyaté, l'un des acteurs principaux de cette troupe, s'est taillé une place de choix dans le cœur des téléspectateurs. Le programme de diffusion de leurs films arrêté sous la RTG, Kolon et sa troupe disparaissent de la scène. Une autre raison de cette disparition, l'état de santé de l'acteur qui se fragilise. C'est la maladie qui me fatigue, alors là, je ne peux pas faire comme il faut. Le diabète, le problème de cœur, des maladies qui traînent l'auteur des titres Alibaba, Siseba, Sodo Namfolo. Affaiblis par ces maladies, les proches de Kolon Sodia ont alerté les personnes de bonne volonté sur les réseaux sociaux pour un SOS. C'est des amis qui m'ont fait monter que je suis malade parce qu'ils veulent m'aider. Sinon, si c'est moi personnellement, je disais rien maintenant parce que la première fois j'ai dit. Le grand regret de cet homme de culture est de voir la Guinée à la queue de la production cinématographique en Afrique de l'Ouest, pourtant autrefois la référence. Mes amis qui sont à Bamako, mes amis qui sont à Burkina, qui sont à Abidjan, et ils ne dépassent. Donc, pourtant, la Guinée est la source. Nous nous connaissons mieux que eux, mais pourquoi ils ne dépassent? J'ai ce regret-là. Kolon Sodia priorise tout d'abord sa santé et promet de revenir avec force sur la scène pour donner du sourire à ses fans. Il demande cependant auprès du président de la République l'obtention du visa américain pour ses soins.
prompt rétablissement à l'artiste. L'auteur des illustrations des contes et légendes de la Guinée réclame, lui, ses droits d'auteur. Depuis le premier régime, ses œuvres sont exploitées, mais Séni Dramé, lui, ne reçoit pas de retombées financières. Les démarches entamées n'ont jusque-là pas porté fruit. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Soroui, 5 Souma. 1979, c'est comme hier chez l'auteur des illustrations des contes et légendes. Fin dessinateur, Séni Dramé est invité à illustrer un livre qui doit être édité et présenté à la Journée internationale de l'enfance. La Guinée s'attire les projecteurs du monde. Les contes et légendes sont traduites en russe et connaissent un succès en Europe. L'illustrateur, lui, est oublié par le régime. Donc au plan national, j'ai souffert pour la nation, on ne m'a pas récompensé au temps du PDG. Une maison d'édition continue de reproduire son œuvre sans qu'il ne touche aucun rond. Il décide de se faire entendre. La maison Tabala ayant vraiment copié le livre, une copie vraiment claire et nette, me donne le droit d'avoir des retombées vraiment satisfaisantes dans ce domaine. Voilà, c'est ce que je crois. La fibre patriotique ne quittera jamais l'auteur, mais puisque son œuvre est utilisée à des fins commerciales, il doit sentir les retombées financières. Je suis prêt à renoncer à mes droits au plan national, mais je ne suis pas prêt à renoncer à mes droits si on exploite commercialement mes livres. Je dois dire que après l'édition des livres au plan national et leur distribution sur le marché, malgré le succès que j'ai eu, je n'ai pas eu d'avancement. Quand il décide de saisir le Bureau guinéen des droits d'auteur, il subit presque un interrogatoire sur sa carrière. C'est ainsi qu'il a brandi une épreuve éloquente. Même au palais du peuple là-bas, ils n'ont qu'à voir toutes les bandes de reportages des soirées artistiques de la RTG. Il y a toujours mes décorations de fond là-bas. Je suis décorateur scénographe, je l'ai appris pendant 5 ans avec les experts de Corée du Nord. Je suis le seul spécialiste dans ce domaine chez nous ici en Guinée. Le pouvoir actuel décide de reconnaître les mérites des icônes qui ont fait briller le drapeau guinéen à l'international. Là également, il semble être ignoré. Moi, j'en suis un, je crois. Et pourquoi je n'en bénéficie pas? Pourtant, jusqu'à présent, il donne des cours à l'Institut de Morikanté de Dubreka. Le cardinal guinéen Robert Sarah a démissionné du poste qu'il occupait au Vatican à travers une lettre qu'il a adressée au pape François depuis juin 2020. Après 8 mois d'attente, ce n'est que ce week-end que le souverain pontife a accepté cette démission. Cependant, nombreux sont les citoyens qui se posent des questions sur les réelles motivations de cette démission du cardinal Robert Sarah. André Mossier-Milimono, Yacouba Traoré se sont intéressés à ce sujet. Il était jusque-là préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements au Vatican. Le cardinal Robert Sarah n'exercera plus cette fonction. Le pape François vient d'accepter sa démission à ce poste. Est-ce une mésentente entre le pape et lui aurait poussé à cette démission? Non, répond ce prêtre. Robert Sarah a atteint l'âge de la retraite, raison pour laquelle il renonce à ses fonctions à travers une lettre qu'il a adressée au pape. Il ne s'agit pas d'une démission quelconque, il s'agit d'une renonciation à sa charge pour faire valoir son droit à la retraite. Le canon 401 dit que l'évêque diocésain qui a atteint 75 ans accomplis est prié de présenter la renonciation à son office au pontife romain qui y pourvoira après examen de toutes les circonstances. Le cardinal Robert Sarah est l'un des ultra-conservateurs de l'Église catholique au Vatican. Il est donc considéré comme un opposant au pape François, notamment à travers la récente parution de son livre « Des profondeurs de nos cœurs ». Dans ce livre, il s'est opposé à une décision du pape François. Le père François Sylla rassure que les relations entre les deux hommes sont au beau fixe. Il y a eu des moments de difficultés, ça existe dans la vie dans tout rapport interhumain, mais le travail ecclésial a toujours continué et ils ont mis, comme on appelle ce travail, le bien de l'Église au-dessus de tout.
Et c'est ce qui a continué jusqu'à ce que le cardinal a célébré ses 75 ans en juin. Ce fidèle catholique n'a pas manqué d'éloges envers les services rendus par le cardinal Sarah à l'Église universelle à travers le monde entier. Une fierté en tant que Guinéen selon lui. Le cardinal a toujours été disponible pour servir son Église. Ça a été cela toute sa vie. Toute sa vie, ça a été cela. L'Église au niveau local, au niveau sous-régional, au niveau mondial après avec le Vatican. Le cardinal, c'était une fierté. Les tests du droit canonique de l'Église catholique donnent l'opportunité au cardinal Robert Sarah de choisir n'importe quel pays du monde pour vivre sa retraite. Il reste donc à savoir s'il choisira de venir rester dans son pays d'origine ou pas. Vivement son retour en Guinée. Amadou Tam Camara, président de la commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football, a pris le week-end dernier une décision réintégrant le premier vice-président de l'institution à son poste. Il s'aligne donc ainsi derrière une injonction du tribunal arbitral des sports, le TAS, qui a demandé à la FEGEFOOT de mettre en place une commission de recours et de réinterroger les témoins dans ce dossier, ce qui n'a pas été fait. Le président de la commission d'éthique a donc pris cette décision qui a été contestée par certains membres de son équipe. Lundi dernier, il a pris une autre décision suspendant 2 membres de la dite commission. Il s'agit de Alpha Selyusso et de Jean-Baptiste Kantara. Amadou Tam Camara donne les raisons qui ont motivé cette décision. On l'écoute. Il appartenait à la Fédération guinéenne de football de tout faire pour remplir toutes les conditions pour rendre une bonne justice. Peut-être la première des conditions, c'était de mettre une commission de recours. Cela n'a pas été fait, mais également c'était que certains témoins clés qui ont été identifiés par le TAS devaient être interrogés. Malheureusement, ces témoins clés se sont rétractés parce que c'était des témoins qui étaient proches de M. Paul But. Et comme ils ne sont pas contents de la sentence qu'a subie M. But, donc ils ont décidé de se rétracter. Donc ce sont des difficultés majeures qui font que le dossier ne pouvait pas aller au bout. Donc j'étais dans l'obligation de prendre cette décision de suspendre. S'ils ne sont pas d'accord avec ma décision, ils doivent faire relever appel devant la commission de recours qui malheureusement n'existe pas. Donc là où ils doivent aller, c'est au TAS. Ce n'est pas de se réunir sous des manguiers, faire des pétitions. Vous avez vu ça dans quel tribunal? L'Assemblée générale élective de la Ligue amateur de football en Guinée s'est tenue ce mardi 23 février 2021 dans la salle de conférence du stade général Lansana Conté de Nongo. 65 membres statutaires des clubs amateurs ont pris part à ce rendez-vous électoral. 2 candidats étaient en lice pour briguer la présidence de la Ligue amateur de Guinée. Il s'agit du président sortant, Thierno Abdoulaye Ba, et de son challenger, Abaka Kamisoko. Le film de cette élection, c'est avec Alseni Baldé Laminsila. Thierno Abdoulaye Ba a été plébiscité pour un second mandat avec plus de 47% de voix contre 17% pour son challenger Abouakar Kamisoko. Le réélu exprime toute sa satisfaction après sa brillante élection. Je suis très content qu'il y ait eu des débats, il y a eu des petites contradictions qui peuvent nous permettre de nous améliorer. Je suis très content de mes adversaires, il faut le reconnaître, parce que c'est eux qui ont animé les débats. Mais je suis aussi très fier du comité sortant. Abouakar Kamisoko, lui, ne s'avoue pas vaincu dans cette affaire. Le président du club de l'Étoile de Koléa a révélé quelques imperfections dans cette élection. Le candidat sortant, c'est lui-même qui a organisé les élections. Ça ne pouvait pas être facile pour nous. Les jours à venir ou les années à venir, on va pouvoir corriger tout ça en mettant en la colonne vertébrale de toutes les commissions qui composent la fédération pour que qui est cette commission qu'on appelle la commission électorale, qui va organiser les élections afin que vous ne soyez pas juge et parti. Élu à la tête de la Ligue amateur de football de Guinée, Thierno Abdoulaye Ba est bien connu du domaine. Les membres statutaires au Congrès pensent qu'il sera à mesure de relever les nombreux défis qui s'imposent. Je pense qu'avec le nouveau président, même si tu n'as pas voté pour lui, nous sommes dans la même dynamique, c'est la progression, le développement du football guinéen. Je pense qu'il va tirer les leçons majeures de tout ce qui a été dit et propulser le football guinéen, surtout dans sa phase amateur au plus haut niveau. Cependant, nous devons aider ce monsieur à réussir, disons, son objectif au niveau du football à la base pour que la Guinée puisse maintenant répondre au diapason international.
Le président de la commission de supervision se réjouit de la transparence et du bon déroulement des opérations. Je dis sans jambage que c'était la meilleure élection. Du point de vue représentativité, la qualité des débats, quand l'équipe sortante a présenté son rapport d'activité, son rapport financier, donc il y a eu vraiment des éléments que l'Assemblée a révélés. Donc il y a eu des points d'échange, des points de vue qui étaient très importants. Donc aussi il y avait des candidats dont le score était serré. Vraiment c'était une assemblée réelle. Les vice-présidents, les membres du bureau exécutif et les membres des ligues régionales ont été aussi élus. Au poste de premier vice-président, c'est Namouri Silla qui a été élu avec 50% devant Lasso Sangaré pour 15% de suffrage. Le poste de deuxième vice-président revient à Elhaj Nabi Kamara après le désistement d'Abouyoula. Le nouveau bureau de la Ligue amateur de Guinée a été élu pour un mandat de 4 ans. Située à 12 km du centre urbain de l'Abbé, la sous-préfecture de Garambé est la plus proche du chef-lieu de la préfecture. La jeunesse de cette localité se sent abandonnée et n'a pas de lieu de divertissement. Certes, un stade est en cours de construction financé par l'ANAFIC, mais les jeunes sont loin d'être optimistes. Alpha Ousmane Ba, Tierno Sadouba. Les moyens de divertissement de la jeunesse se limitent au tournoi de football auquel l'équipe de Garambé prend part. Aucune autre activité juvénile ne se tient dans la sous-préfecture, faute de salles de spectacle. Dans cette commune rurale, la construction d'une maison des jeunes attend encore les premiers coups de pioche. On a fait des demandes, mais au moment que l'ANAFIC venait ici, on voulait qu'on mette une maison des jeunes ici, mais on a concerté sur un stade qui est en construction comme ça. Au moment du tournoi, la rentrée est payante. Mais l'argent collecté là-bas, nous, on ne sait pas où va cet argent-là. Ce qui est salué par certains, c'est le rassemblement de tous les jeunes de Garambé autour d'un idéal par la direction sous-préfectorale de la jeunesse. Le problème déploré, c'est le non-association des districts par la commune aux décisions communautaires. Bon, actuellement, la jeunesse elle est soudée et nous avons plusieurs associations qui fonctionnent, des associations qui sont agréées. Nous avons minimum 5 associations ici à Garambé qui sont agréées. Donc la jeunesse est soudée. Donc le seul souci qu'on a ici, c'est avec la collaboration avec la commune. Parce que la commune, en quelque sorte, elle ignore complètement la jeunesse. Elle n'associe pas la jeunesse. Accusée de gestion douteuse des fonds mobilisés à l'occasion de l'unique tournoi de football organisé dans le village, l'équipe de la jeunesse se défend. On se débrouille entre nous au sein de la direction, au sein du sous-district, au sein de l'équipe sous-préfectorale et avec les associations. C'est à travers nos petites organisations, les tournois, tout ce qu'on gagne là-bas, c'est ce qu'on injecte encore pour soutenir de notre façon la jeunesse. Il n'y a pas de source de revenus ou dire que la jeunesse peut tirer quelques profits. Aujourd'hui, en vue de se faire employer, le regard de la jeunesse de Garambé est tourné vers le projet de l'électrification par l'OMVG, dont la base se trouve dans leur localité. Il lorgne également une usine de tôle implantée dans la zone. Au sein de la société de logistique minière WAP, les chauffeurs tirent le diable par la queue. Beaucoup précisément à Dapilon, ils sont descendus dans la rue pour dénoncer leurs conditions de travail, notamment la vétusté des camions et le non-paiement des heures supplémentaires. Une grève générale pointe à l'horizon si les différents points de revendication ne sont pas traités par la direction générale de l'entreprise. Sekou Diallo, Aïssato Kesso Diallo et Salifou Lifo Sissé nous signent ce grand format de la rédaction d'Espace TV dans la rubrique Notre Angle. Il est 6h30 à la rentrée du port de Dapilon situé dans la sous-préfecture de Koulaboui. Les cars transportant les employés arrivent l'un après l'autre. Les chauffeurs de la société WAP Transport, eux, ont préféré de manifester pacifiquement tôt le matin pour dénoncer les conditions précaires de travail. Une manière pour eux d'attirer l'attention des responsables de l'entreprise. Mais nos conditions sont désastreuses. On n'en parle même pas. J'aimerais que vous visitez de ces véhicules-là, vous filmez pour montrer au monde ce que nous sommes en train de souffrir. Moi, en tant que vieux, même, je peux même dire que mes reins sont partis.
c'est du n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut? Il n'y a pas d'autre chose à faire dans ce pays. Mais sinon, les Chinois nous traitent comme des animaux, pas comme des êtres humains. Pas de marche ni d'abandon de poste. Seulement, ces employés se sont regroupés à la rentrée de la base logistique de WAP Transport à Dapilon pour exprimer leur ras-le-bol devant les responsables avant de s'embarquer dans les véhicules. On a été recrutés ici depuis l'an 2017. De l'an 2017 jusqu'à aujourd'hui, vraiment nous travaillons dans la souffrance. Nous travaillons dans la souffrance. Nos conditions de travail n'ont pas amélioré. Nos conditions de vie n'ont pas amélioré. Vous avez vu les états de nos camions, comment ça est. Depuis l'an 2017, les camions là sont là. Aujourd'hui, tous les travailleurs de WAP Transport, aujourd'hui, nous sommes malades. Avec les camions, les anciens camions là, avec l'état de la route, nous sommes tous malades aujourd'hui. Nos camions ne sont pas bien réparés, la route n'est pas tellement bonne. Mais on s'est obligé de travailler parce qu'on n'a pas de choix. Ces conducteurs d'engins lourds se disent tous malades dû à l'état de la route et la vétusté des camions. Il n'y a pas d'amortisseur. Les fauteuils, c'est du n'importe quoi. Rentrer dedans, il y a la poussière, on ne parle même pas ici de clim. Ils avaient même proposé d'une fois de mettre les ventilateurs dedans. En ce temps, j'étais superviseur, j'ai dit non, la ventilation c'est pour intoxiquer nos chauffeurs. Je vous dis, c'est n'importe quoi. Puisqu'on n'a pas autre chose à faire, c'est pourquoi on reste là. Pour remédier certains problèmes, l'équipe de la supervision et le syndicat s'investissent auprès de la direction de la dite société. Au-delà de ces conditions de travail, le non-paiement des heures supplémentaires est une autre difficulté des conducteurs. Bon, les heures supplémentaires, je ne peux pas dire vous dire que les heures supplémentaires sont payées parce que le syndicat est en train de se battre à ce que vraiment que les normes soient respectées dans nos départements. Mais en vérité, les heures supplémentaires, ils nous ont essayé de nous dire vraiment de les pointer, mais nous, les superviseurs ici, on les pointe. Donc, quitte à la direction de voir eux-mêmes s'ils le pointent, ils le calculent ou pas. Là, je l'ignore. En cas de maladie, ces chauffeurs de WAP Transport peinent à trouver des produits efficaces pour le traitement. Notre infirmerie, c'est le nom. On nous dit à l'infirmerie, mais c'est le nom, on n'a pas d'infirmerie ici. Quand on tombe malade ici, tu n'as pas d'argent d'aller te soigner, tu vas mourir. Parce que quand tu vas à notre infirmerie ici, les médicaments qu'on te donne, c'est juste pour te soulager, mais ça ne te guérit pas. Si tu n'enlèves pas l'argent dans ta poche, aller à l'hôpital, aller te soigner, tu vas mourir dans la maladie là. Notre gouvernement, notre président puisse nous aider pour que nous allons sortir dans la souffrance là. Pour éviter le pire dans l'avenir, il sollicite l'implication des autorités compétentes afin de trouver solution aux difficultés. On fait l'appel surtout à la société civile, à la section syndicale et surtout au gouvernement de faire face à nos problèmes là. On travaille, c'est pour en tout cas avoir l'avenir de notre famille. Mais si on travaille aujourd'hui, on n'a rien pour donner à la famille et demain aussi on meurt. Il y aura deux pertes. Tu as perdu, ta famille a perdu et l'État guinéen même a perdu. Donc c'est ce que j'ai à dire. Vraiment, on fait appel à tout le monde. Mais ils sont capables de tout. Une société qui rassemble ici plus de 500 personnes, qu'est-ce qu'il leur coûte d'envoyer des véhicules neufs? Les chauffeurs qui interpellent. Et puis, avant de nous quitter, les élections au Niger ont rendu leur verdict. Mohamed Bassoum, déclaré vainqueur selon les résultats provisoires. Le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle au Niger, Mohamed Bassoum, donc, l'a emporté avec 55,75% des voix face au candidat de l'opposition, Mahman Ousmane, 44,25%. Annoncé ce mardi, la Commission électorale nationale indépendante des résultats qui restent provisoires, a précisé le président de la CENI, Isaka Souna. Cette proclamation se fait sur fond de contestation. Ce mardi après-midi, le président de la coordination de la campagne de Mahman Ousmane a fait une déclaration à Niamey devant des journalistes et militants réunis au siège de la campagne de la coalition CAP 2021 et alliés. Nous exigeons la suspension immédiate de la publication de ces résultats qui ne prennent aucunement en compte la volonté exprimée par le peuple, a déclaré Falke Bacharou. Voilà, donc comme nous nous quittons, mesdames et messieurs, au compte de cette édition d'information, merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète. Bonsoir.